Dans les couloirs bruyants du lycée Mistral à Marseille, sous le soleil ardent de la Méditerranée, l'air vibrait d'une tension palpable, comme si les murs, témoins des révoltes portuaires, pressentaient un drame imminent. Cory Broaddus, fille de Snoop Dogg, traversait la foule, son afro majestueux scintillant comme une couronne, symbole de fierté noire. Mais pour Jacques Larousse, un lycéen arrogant, et sa bande, sa peau sombre et ses cheveux, étaient une provocation. La petite du ghetto, ricanait-il, leurs mots racistes, crachés avec un venin qui évoquait les ombres sombres de l'histoire coloniale, transperçant Cory comme des lames. Chaque jour, il la harcelait, moquant son héritage afro-américain, la traitant de sauvage ou mimant des gestes caricaturaux, espérant briser son silence. La foule, entre rires nerveux et regards fuyants, laissait faire, reflétant une Marseille où la diversité vibre mais où les préjugés persistent. Cory, forgé par les leçons de son père et les combats de son peuple, avançait, tête haute, ses poings serrés cachant une rage contenue. Dans cette ville de révolte et de passion, où le vieux port murmure des récits de résistance, une confrontation semblait inéluctable. Jacques, assoiffé de pouvoir, préparait un coup plus cruel, ignorant que Cory, tel un Mistral furieux, ne plierait pas. Sous le ciel incandescent de Marseille, les couloirs du lycée Mistral vibrèrent d'une tension électrique, comme si les vents du vieux port portaient l'écho des luttes passées, prêtes à exploser. Cory Broaddus, fille de Snoop Dogg, avançait parmi la foule, son afro majestueux dressé tel un étendard, défiant les regards hostiles. Pour elle, ce n'était pas seulement des cheveux, c'était une couronne, un héritage, une déclaration de fierté noire forgée par des siècles de résistance. Chaque matin, dans sa chambre donnant sur les calanques, elle sculptait son afro avec soin, suivant les conseils de sa mère, chante, et les leçons de son père. Ne laisse jamais personne te voler ta lumière. À Marseille, ville de contraste, où les marchés aux épices côtoient les préjugés, cette couronne était une provocation pour Jacques Larousse et sa bande, qui voyaient en Cory une cible à briser. Jacques, un lycéen au sourire narquois, flanqué de Kevin et Étienne, intensifiait ses attaques. Leurs insultes racistes « Retourne dans ta favela, négresse » ou « Ton afro bloque le soleil » résonnaient dans les couloirs, des mots venimeux qui rappelaient les blessures coloniales encore vives dans l'âme méditerranéenne. Ils mimaient des danses caricaturales, riant bruyamment pour attirer l'attention des lycéens agglutinés près des fontaines à eau. La foule, partagée entre rires complices et silence gêné, formait un mur d'indifférence, reflet d'une Marseille où la diversité est célébrée mais parfois trahie. Cory, forgé dans le gymnase familial où les gants de boxe enseignaient la discipline, gardait son calme, ses poings serrés dissimulant une rage volcanique. Ses yeux, hérités de Snoop, brillaient d'une lueur froide, celle d'une combattante qui ne plie pas. Un jour, dans la cour baignée de soleil, Jacques franchit une limite. « Ton père croit qu'il est une star ici ?» lança-t-il, sa voix tranchante attirant un cercle de curieux. « Un rappeur américain qui pollue notre ville avec sa musique de voyou. » Ces mots, chargés de mépris raciste, visaient non seulement Cory, mais l'héritage culturel qu'elle portait. Les rires éclatèrent, mais certains lycéens, issus des quartiers nord, froncèrent les sourcils, sentant l'insulte frapper leurs propres racines. Cory s'arrêta net, son souffle ralentissant, son corps tendu comme une corde prête à rompre. « Tu parles beaucoup, Jacques, » répondit-elle, sa voix basse mais acérée, coupant le brouhaha comme une lame. « Mais tout ce que je vois, c'est un gamin qui se cache derrière des mots pour se sentir grand. » Le silence tomba, lourd, suffocant. Jacques, piqué au vif, rougit, son sourire vacillant sous les regards amusés de la foule. Ce défi public, dans une ville où l'honneur se joue dans les joutes verbales des cafés du panier, était une déclaration de guerre. Jacques, humilié, serra les poings, ses yeux lançant des éclairs. Kevin ricana nerveusement. Étienne murmura un avertissement, mais le mal était fait. La cour, vibrante comme un ring, semblait attendre l'inévitable. Cory, impassible, tourna les talons, son afro scintillant sous le soleil, mais elle savait que Jacques ne s'arrêterait pas là. Il préparait un coup plus cruel, ignorant qu'il réveillait une tempête. Marseille, avec ses ruelles tortueuses et son âme indomptable, retenait son souffle, pressentant une explosion imminente. Et vous, face à une telle injustice, resteriez-vous silencieux? Si cette histoire vous fait bouillir de rage ou vibrer d'admiration, laissez un 2 en commentaire et partagez-la avec vos amis. Dites-nous d'où vous regardez et comment vous auriez répondu à Jacques. Si vous voulez voir comment Cory va riposter, abonnez-vous maintenant. La suite va vous couper le souffle. Et si vous hésitez encore, un petit pouce bleu nous donnera l'élan pour continuer.
Marseille s'apprête à rugir, et vous ne voudrez pas manquer ce dénouement explosif. Sous le soleil brûlant de Marseille, les couloirs du lycée Mistral vibraient d'une tension suffocante, comme si les murs, imprégnés des révoltes des pêcheurs du vieux port, anticipaient une tempête imminente. Cory Broadus, fille de Snoop Dogg, avançait, son afro scintillant tel une couronne défiant les regards hostiles. Mais pour Jacques Larousse, lycéen arrogant aux allures de caïd, et sa bande, Kevin et Étienne, sa peau noire et son héritage, étaient une provocation insupportable. Depuis des semaines, leurs attaques racistes s'intensifiaient, transformant les couloirs en un théâtre de cruauté. « Regarde cette tignasse, on dirait un nid d'oiseau !» lançait Jacques, ses mots venimeux résonnant comme une insulte à l'histoire afro-américaine. « Rentre à Compton, sale négresse !» ajoutait Kevin, mimant des gestes caricaturaux, tandis qu'Étienne ricanait, filmant chaque provocation sur son téléphone. Ces paroles, chargées de préjugés coloniaux, frappaient Anne Cory comme des coups, visant à la réduire à un stéréotype. La foule, agglutinée près des fontaines à eau, formait un cercle de murmures, reflet d'une Marseille où la diversité pulse mais où la lâcheté prospère dans l'ombre. Certains riaient, complices, d'autres détournèrent les yeux, leur silence pesant comme une trahison. Cory, forgée par les leçons de son père, garde la tête haute, mais soit prête à frapper, et par des heures de sparring dans le gymnase familial, avançait, son calme masquant une rage bouillonnante. Ses poings, serrés dans les poches de son sweat, trahissaient une tempête intérieure, prête à éclater. Jacques, sentant sa résistance, redoublait d'agressivité, cherchant à briser son armure. Il voulait un spectacle, une humiliation publique pour asseoir son pouvoir dans cette cour où l'honneur se gagne par la domination. Un après-midi, dans la cour baignée de lumière, où l'odeur des pins se mêlait à celle des embruns, Jacques passa à l'offensive. Devant un attroupement de lycéens, il arracha un flyer annonçant un concert caritatif de Snoop Dogg au Dôme, et le piétina, criant « Ton père, ce rappeur de pacotille, croit qu'il peut acheter Marseille avec sa musique de voyou ?» Sa voix, amplifiée par le mépris raciste, fit taire les bavardages. Il enchaîna, pointant Cory. « Et toi, t'es juste sa copie, une gamine qui se prend pour une reine avec sa tignasse ridicule. » Les rires éclatèrent, cruels, mais certains élèves, issus des quartiers nord, serrèrent les mâchoires, leurs regards sombres reflétant une indignation contenue. Cory s'arrêta, son souffle ralentissant, son corps tendu comme un arc. La cour, vibrant comme un ring avant le combat, semblait retenir son souffle. « Tu parles de mon père ?» répondit-elle, sa voix basse, tranchante comme une lame, coupant le brouhaha. « Et toi, Jacques, t'es quoi ?» Un gosse qui crie pour se faire remarquer, qui insulte parce qu'il sait pas faire mieux. « T'as rien à offrir, alors tu détruis. » Chaque mot, prononcé avec une clarté froide, était un défi, un uppercut verbal qui fit vaciller le sourire de Jacques. La foule, hypnotisée, murmura, certains riant de l'humiliation, d'autres admirant l'audace de Cory. Jacques, le visage empourpré, avança d'un pas, ses yeux lançant des éclairs. « Tu vas regretter ça, » grogna-t-il, sa voix tremblante de rage. Kevin, nerveux, tenta de le calmer, mais Étienne, faune à la main, zooma sur Cory, capturant l'instant où l'équilibre basculait. Ce moment, dans la culture marseillaise où les joutes verbales dans les ruelles du panier sont un art, était une déclaration de guerre. Jacques, humilié devant ses pairs, ne pouvait reculer sans perdre la face. Il serra les poings, son regard trahissant une promesse de vengeance. Cory, immobile, soutint son regard, son afro scintillant sous le soleil comme un défi vivant. Elle savait que cette provocation n'était qu'un prélude. Jacques, assoiffé de pouvoir, planifiait un coup plus cruel, ignorant qu'il réveillait une combattante entraînée, une tempête forgée par Snoop Dogg lui-même. Dans les couloirs du lycée, l'odeur des embruns semblait porter un avertissement. Marseille, avec son âme indomptable, serait le théâtre d'une confrontation explosive. La tension, palpable, s'amplifiait à chaque pas de Cory. Les murmures de la foule, les regards fuyants, les ricanements étouffés formaient une toile d'hostilité, mais aussi une scène où l'honneur pouvait être reconquis. Les lycéens des quartiers nord, souvent marginalisés, observaient en silence, leurs poings serrés reflétant une solidarité naissante. Cory, portant l'héritage de sa famille et la fierté de son peuple, incarnait une résistance qui dépassait les murs du lycée. Jacques, aveuglé par son ego, ne voyait pas la flamme qui l'attisait. Chaque insulte, chaque geste raciste était une étincelle jetée dans une poudrière. Marseille, ville de révolte et de passion, attendait, vibrante, l'instant où la couronne de Cory serait mise à l'épreuve et où sa réponse changerait tout. Ce vendredi après-midi, la salle de classe 3B, baignée d'une lumière pâle filtrée par des stores usés,
était un cocon de murmures et de désintérêt. L'odeur des marqueurs effaçables flottait, mêlée à celle des embruns portés par le vent marin. Monsieur Carter, le professeur d'histoire, un homme distrait aux lunettes épaisses, feuilletait des copies, marmonnant sur l'absence d'un remplaçant. Cory, assise au fond, griffonnait dans son cahier, son afro encadrant son visage comme un halo. Jacques, 2 rangs devant, échangeait des regards complices avec Kevin et Étienne, leur sourire narquois trahissant un plan. Depuis des jours, Jacques ruminait sa honte, son ego blessé par les mots acérés de Cory dans la cour. Il voulait plus qu'une revanche. Il voulait l'anéantir, la réduire à une ombre dans cette ville où l'honneur se gagne par la domination. Lorsque M. Carter, soupirant, annonça qu'il devait s'absenter pour un appel urgent du secrétariat, un frisson parcourut la salle. « Restez calme, pas de bêtises », marmonna-t-il, déjà à moitié dans le couloir. La porte claqua et l'atmosphère changea instantanément, comme si l'air s'était chargé d'électricité. Les murmures cessèrent, remplacés par un silence lourd, brisé seulement par le bourdonnement des néons. Jacques se leva, lentement, théâtralement, ses baskets grinçant sur le lino. Kevin suivit, ses épaules carrées bloquant la lumière. Étienne, faune à la main, ajusta son angle, un rictus aux lèvres. « Hé Cory !» lança Jacques, sa voix trop forte, trop assurée, attirant tous les regards. « Ton afro, ça fatigue tout le monde. On va t'arranger ça. » Cory releva la tête, ses yeux plissés, sentant le danger. Avant qu'elle ne puisse répondre, Jacques sortit un objet de son sac, une tondeuse électrique. Le bourdonnement aigu déchira le silence, un son sinistre qui fit sursauter plusieurs élèves. Des rires nerveux éclatèrent, mais d'autres, figés, sentirent l'horreur monter. « T'approche pas !» avertit Cory, sa voix basse mais ferme, son corps se tendant comme un ressort. Jacques, ricanant, avança, la tondeuse brandie comme une arme. « Relax, on va juste te rendre service », railla-t-il, son ton dégoulinant de mépris raciste. « Une négresse tête rasée, ça fera moins ghetto, non ?» Ces mots, crachés avec une haine viscérale, visaient à la déshumaniser, à réduire son afro, symbole de son héritage, à une caricature. Cory bondit de sa chaise, mais Kevin, plus rapide, la saisit par les poignets, la plaquant contre le dossier. Étienne, riant, bloqua ses jambes, tandis que Jacques s'approchait, la tondeuse vrombissant. « Lâchez-moi !» hurla Cory, sa voix vibrant de panique et de rage, son corps se débattant violemment. La classe, pétrifiée, assistait à l'outrage, certains filmant, d'autres détournant les yeux, incapables d'intervenir. Jacques, un sourire cruel aux lèvres, passa la tondeuse sur le côté gauche de son afro. Des mèches noires tombèrent sur le bureau, comme des fragments d'une couronne profanée. « Regarde, une esclave bien propre », ricana-t-il, chaque mot un coup de poignard dans l'âme de Cory. La douleur n'était pas physique, c'était une violation, un vol de son identité, un acte raciste qui résonnait avec les blessures historiques de son peuple. Cory hurla, un cri primal, déchirant, qui fit taire les rires. Ses yeux brûlants de larmes contenues fixaient Jacques, gravant son visage dans sa mémoire. Les mèches éparpillées sur le sol semblaient crier une injustice que Marseille, avec son histoire de résistance, ne pouvait ignorer. Une élève, Leila, issue des quartiers nord, serra les poings, son visage crispé par la colère, mais la peur la cloua sur place. Jacques, enhardi, tenta un second passage, visant à raser davantage. « Tiens-la mieux !» ordonna-t-il à Kevin, qui resserra son emprise, riant nerveusement. Étienne, filmant toujours, zooma sur le visage de Cory, capturant sa détresse comme un trophée. Mais Cory n'était pas une victime. Forgée dans le gymnase familial, où Snoop Dogg lui avait appris à transformer la rage en précision, elle était une combattante. Dans un sursaut d'adrénaline, elle planta son talon dans le pied d'Étienne, qui lâcha prise en gémissant. Profitant de l'instant, elle tordit son bras droit, libérant un coude qu'elle enfonça dans les côtes de Kevin. Le craquement sourd fit reculer l'assaillant, son souffle coupé. Cory bondit, renversant sa chaise dans un fracas qui secoua la classe. Jacques, pris de court, brandit la tondeuse, mais Cory, avec la grâce d'une boxeuse, esquiva, son corps fluide comme une ombre sur un ring. « T'es fini !» rugit-elle, sa voix vibrant d'une fureur contenue depuis trop longtemps. D'un mouvement précis, elle décocha un direct au menton de Jacques, un coup sec qui le fit tituber, la tondeuse s'écrasant au sol. La classe, hypnotisée, retint son souffle, les téléphones capturant chaque instant. Kevin, se redressant, tenta de l'agripper, mais Cory pivota, lui assénant un crochet à l'estomac. Il s'effondra, plié en deux, un grognement échappant à ses lèvres. Étienne, paniqué,
lâcha son téléphone et recula, trébuchant sur une chaise. Arrêtez-la cria-t-il, mais personne n'osa bouger. Les élèves, partagés entre choc et admiration, assistaient à la métamorphose de Cory. De proie, elle devenait prédateur. Jacques, le visage rouge de honte et de douleur, se releva, ses yeux lançant des éclairs. « Sale !» commença-t-il, mais Cory ne lui laissa pas le temps. Elle avança, ses poings levés, son afro à moitié ravagé scintillant sous les néons comme un défi. « Dis-le encore » murmura-t-elle, sa voix basse, menaçante, résonnant comme un verdict. Jacques, vacillant, tenta un coup maladroit, mais Cory, avec l'instinct d'une boxeuse entraînée, para et riposta avec un uppercut qui l'envoya au sol, son dos heurtant un bureau dans un craquement. La tondeuse, abandonnée, bourdonnait faiblement, comme un écho de la menace brisée. La classe explosa en murmures, certains criant, d'autres filmant frénétiquement. Leila, les larmes aux yeux, murmura « Elle l'a eu ». Une autre élève, figée, couvrit sa bouche, incapable de détourner les yeux. Cory, haletante, se tenait au centre, ses poings encore serrés, son regard balayant la salle. Son afro, mutilé mais toujours fier, semblait défier l'univers. Elle toucha les patchs rasés, ses doigts tremblants, non de peur, mais d'une rage qui refusait de s'éteindre. Chaque insulte, chaque ricanement raciste, chaque moment où elle avait ravalé sa colère, s'était cristallisé dans cet instant. Marseille, avec son âme rebelle, vibrait à travers elle. Mais la porte s'ouvrit à la volée. Monsieur Carter, téléphone à la main, s'arrêta net, ses lunettes glissant sur son nez. « Qu'est-ce que… » balbutia-t-il, son regard passant des bureaux renversés à Jacques, gémissant au sol, Kevin plié en deux, et Étienne recroquevillé près de la fenêtre. La tondeuse, éteinte, gisait comme une preuve accablante. Cory, immobile, fixa Carter, son souffle régulier, son visage impassible. « Ils ont cru que c'était drôle, » dit-elle, sa voix calme mais lourde, portant le poids de l'outrage. La classe, silencieuse, semblait juger non seulement Jacques, mais aussi l'indifférence qui avait permis cet acte. Carter, dépassé, bredouilla des ordres, demandant aux élèves de sortir. Mais le mal était fait. Les vidéos, déjà sur les téléphones, se propageaient, capturant non l'outrage initial, mais la riposte de Cory. Jacques, soutenu par Kevin, lança un regard venimeux à Cory, murmurant une menace étouffée. Elle ne sia pas. Dans son esprit, les leçons de Snoop résonnaient. Ne commence pas un combat, mais si on t'y force, finis-le. Elle avait fini cette manche, mais elle savait que la guerre ne faisait que commencer. Le couloir, à l'extérieur, bourdonnait de murmures. Les élèves, sortis en hâte, partageaient les vidéos, certaines montrant Cory comme une furie, d'autres comme une héroïne. Leila, s'approchant timidement, murmura « T'es incroyable ». Mais Cory, touchant son afro mutilé, sentit une douleur plus profonde que les coups. Son héritage, sa couronne, avait été violé. Pourtant, dans cette violation, elle avait trouvé une force nouvelle. Marseille, avec ses calanques et ses passions, avait été témoin d'un acte de résistance qui résonnerait bien au-delà du lycée Mistral. Dans l'enceinte oppressante du lycée Mistral à Marseille, l'écho du drame résonnait encore, comme si les murs, marqués par les révoltes du Vieux-Port, pleuraient une injustice nouvelle. Cory Broadus, fille de Snoop Dogg, se tenait dans le bureau de la directrice, Madame Reynolds, ses poings serrés, son afro mutilé scintillant sous les néons comme un défi brisé. Quelques heures plus tôt, dans la salle 3B, Jacques Larousse, Kevin et Étienne l'avaient attaqué, cisaillant son afro avec une tondeuse, leur rire raciste. Esclave bien propre, lacérant son âme. Cory, avec la fureur d'une boxeuse entraînée, avait riposté, mettant à terre ses agresseurs dans un éclat de violence capturé par des téléphones. Mais à Marseille, ville où la justice peut vaciller sous le poids des apparences, la vérité semblait s'effilocher. Madame Reynolds, derrière son bureau encombré de dossiers, affichait une neutralité crispée, ses lunettes reflétant la lumière froide. Monsieur Carter, le professeur absent lors de l'attaque, se tenait près de la porte, tête baissée, ses lunettes embuées par la honte. Jacques, Kevin et Étienne, visages tuméfiés, étaient alignés de l'autre côté, leurs regards oscillant entre défi et peur. Cory, seul face à ce tribunal improvisé, sentait son cœur marteler sa poitrine, chaque battement un cri de révolte contre l'outrage subi. Son afro, autrefois couronne, portait les stigmates de l'humiliation, un patch rasé, brut, comme une cicatrice ouverte. Elle toucha les mèches brisées, ses doigts tremblants, non de peur, mais d'une rage qui menaçait de déborder. « Mademoiselle Broadus », commença Reynolds, sa voix tranchante, « vous avez attaqué 3 élèves. La violence est inacceptable.
quelles que soient dans les circonstances. Cory ouvrit la bouche, mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge, étouffés par l'incrédulité. « Ils m'ont tenu, ils m'ont rasé les cheveux !» explosa-t-elle, sa voix vibrant d'une douleur brute. « Ils m'ont traité de négresse d'esclave. » Jacques, un sourire narquois aux lèvres, intervint. « C'était une blague, elle a exagéré. » Kevin renchérit. « On voulait juste rigoler, elle est devenue folle. » Étienne, plus pâle, murmura. « On n'a pas rasé tout, ça repousse. » Ces dénégations, dégoulinantes de mépris, transformèrent l'outrage en une farce, un écho des préjugés racistes qui gangrènent encore les ruelles de Marseille. Reynolds leva une main, coupant court. « Sans preuve vidéo de l'incident initial, nous ne voyons que votre agression, Cory. Les témoignages sont contradictoires. » Le mot « agression » frappa comme un coup de poignard. Cory, abasourdi, sentit une chaleur monter dans sa poitrine, un mélange de honte et de fureur. « Vous me punissez pour m'être défendu ?» demanda-t-elle, sa voix brisée mais acérée. Reynolds soupira, son regard fuyant. « Vous êtes suspendu pour 5 jours, effectif immédiatement. Les garçons recevront un avertissement formel en attendant une enquête. 5 jours. » Le chiffre résonna comme une condamnation, un verdict qui faisait d'elle la coupable, pas la victime. Jacques ricana doucement, un son qui transperça Cory. « Problème de colère », murmura-t-il, assez fort pour qu'elle l'entende. Elle pivota, ses yeux lançant des éclairs, mais Carter s'interposa, balbutiant. « Calmez-vous, rentrez chez vous. » Rentrer chez elle? Avec son afro profané, son honneur piétiné, et une sanction qui la désignait comme l'agresseuse? Marseille, avec son esprit rebelle, semblait la trahir, ses calanques silencieuses face à cette injustice. Cory quitta le bureau, chaque pas un effort pour ne pas s'effondrer. Dans les couloirs, les murmures des élèves formaient une cacophonie cruelle. « Elle a pété un câble !» chuchotaient certains. « Une folle de Compton !» raillaient d'autres, leurs mots chargés de stéréotypes racistes amplifiés par les vidéos virales de sa riposte. Dehors, sous le soleil déclinant, Cory s'arrêta près du portail, son souffle court. Les vidéos, diffusées à la vitesse de l'éclair, montrèrent ses coups, pas l'outrage initial. Sur les réseaux sociaux, les commentaires pleuvaient, venimeux. Typique, une noire qui frappe. Ou, elle devrait retourner d'où elle vient. Chaque mot était une nouvelle blessure, un rappel que la vérité, sans preuve, était une flamme fragile. Leila, l'élève des quartiers nord, s'approcha timidement. « Je sais ce qu'ils ont fait », murmura-t-elle, ses yeux brillants de larmes. « Mais ils ne croient que les vidéos. » Cory hocha la tête, incapable de répondre, son esprit déjà ailleurs, chez elle, où Snoop et Chante l'attendaient. Le trajet en tramway vers le quartier de la Joliette fut un calvaire. Les regards des passagers, certains curieux, d'autres hostiles, semblaient juger son afro abîmé. À la maison, Chante, voyant son état, serra les mâchoires, ses yeux reflétant une colère maternelle. Snoop, assis au salon, posa son café, son calme légendaire masquant une tempête. « Raconte », dit-il, sa voix grave. Cory, les larmes aux yeux, relata l'attaque, l'humiliation, la suspension. « Ils m'ont puni pour avoir survécu », conclut-elle, sa voix tremblante. Snoop, impassible, hocha la tête. « Ils pensent qu'ils ont gagné », murmura-t-il. « Mais on va leur montrer ce qu'est un vrai combat. » Cette injustice, dans une Marseille où la solidarité des quartiers peut renverser des montagnes, n'était qu'un chapitre. Cory, malgré la douleur, sentit une lueur d'espoir. Son afro, bien que blessé, restait une couronne. Elle n'était pas brisée. Et avec sa famille derrière elle, la vérité trouverait un chemin, aussi tortueux soit-il, comme les traboules de la ville. Sous le ciel tourmenté de Marseille, où les vents du Vieux-Port semblaient m'emporter des murmures de révolte, le lycée Mistral vibrait d'une tension explosive, comme si la ville, avec son âme indomptable, refusait l'injustice qui pesait sur Cory Brodus. La fille de Snoop Dogg, suspendue pour avoir défendu son honneur face à l'outrage raciste de Jacques Larousse, Kevin et Étienne, errait dans un brouillard de rage et de douleur. Son afro, mutilé par la tondeuse, portait les stigmates d'une attaque cruelle, ses mèches rasées comme une cicatrice ouverte sur son identité. Les insultes, négresse, esclaves, et les rires enregistrés hantaient ses nuits, tandis que les réseaux sociaux, inondés de vidéos tronquées de sa riposte, la dépeignaient comme une furie de Compton. Mais à Marseille, où les calanques cachent des secrets et où la solidarité des quartiers peut renverser des montagnes, Cory était loin d'être vaincu. Le lendemain de sa suspension, alors que le soleil peinait à percer les nuages, Cory, déterminé,
traversa la cour déserte du lycée, son sweat à capuche masquant à peine son afro abîmé. Elle n'était pas là pour mendier la clémence, mais pour récupérer la vérité. Étienne, le plus faible de la bande, avait filmé l'attaque. Elle en était certaine. Ses yeux, lors du drame, brillaient d'une excitation malsaine, son téléphone capturant chaque seconde de son humiliation. Trouver cette vidéo, c'était reprendre le contrôle, transformer la honte en arme. Ignorant son statut de suspendu, elle se glissa par une entrée latérale, près des vestiaires, où l'odeur d'iode se mêlait à celle des casiers rouillés. Le lycée, silencieux en ce début de matinée, semblait retenir son souffle. Étienne, seul près du gymnase, triturait nerveusement une canette. En voyant Cory, son visage blêmi, ses mains tremblantes trahissant sa culpabilité. « T'es pas censé être ici !» bégaya-t-il, reculant d'un pas. Cory, immobile, le fixa, son regard d'acier le clouant sur place. « Ton téléphone !» ordonna-t-elle, sa voix basse, tranchante comme une lame. « Donne-le !» Étienne rit, un rire forcé, mais ses yeux fuyaient. « J'ai rien fait, c'est Jacques qui… » Cory avança, son ombre s'étendant sur lui. « Tu as filmé. Tout. Je l'ai vu. » Le silence qui suivit était oppressant, chargé d'une menace implicite. Étienne, acculé, tenta de s'échapper, mais Cory, avec la rapidité d'une boxeuse, saisit son poignet, le tordant juste assez pour le faire grimacer. « Ne me force pas, » murmura-t-elle, chaque syllabe un avertissement. Vaincu, Étienne tendit son téléphone, ses doigts tremblants. Cory, le cœur battant, fit défiler les fichiers, ignorant les excuses bredouillées. Puis elle la trouva. Une vidéo de 42 secondes, datée du jour de l'attaque. Elle appuya sur Play et le monde s'effaça. L'écran montra la salle 3B, Jacques brandissant la tondeuse, riant. « Une esclave bien propre, ça te va mieux ?» Kevin la tenant, Étienne zoomant sur son visage tordu de douleur, les mèches tombant comme des fragments de sa couronne. Ses cris, ses luttes, ses larmes contenues, tout était là, brut, accablant. Cory, les mains tremblantes, envoya la vidéo à son propre téléphone, puis leva les yeux vers Étienne. « Tu savais ce que vous faisiez, dit-elle, sa voix vibrante de mépris. Et maintenant, le monde va savoir. » Étienne, pâle, balbutia. « S'il te plaît, ne la poste pas. Ça va me détruire. » Cory, impassible, rangea son téléphone. « Tu aurais dû y penser avant. » Elle tourna les talons, laissant Étienne effondré, son arrogance brisée. Mais le danger n'était pas écarté. Alors qu'elle traversait la cour, Jacques et Kevin surgirent, alertés par un message d'Étienne. « Tu crois que t'es maligne ?» grogna Jacques, son visage rouge de rage, bloquant le portail. Kevin, plus imposant, avança, ses poings serrés. « Donne ce téléphone, ou t'es fini. » Cory, le cœur martelant, serra son appareil, son regard défiant. « Essayez, » répondit-elle, sa voix froide, prête à se battre. Jacques lingit, visant son bras, mais Cory, avec l'agilité d'une combattante, esquiva, reculant vers un mur. Kevin tenta de l'encercler, mais un cri perça l'air. Leila, l'élève des quartiers nord, surgit, téléphone à la main, filmant la scène. « Touchez-la, et je poste tout !» hurla-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. D'autres élèves, attirés par le tumulte, s'approchèrent, leur murmure formant un rempart. Jacques, furieux, recula, conscient que la foule changeait la donne. Cory, saisissant l'opportunité, sprinta vers la sortie, son téléphone serré comme un trésor. De retour chez elle, dans le salon où les vinyles de Snoop trônaient, Cory posta la vidéo sur les réseaux sociaux, accompagnée d'une phrase « Voici ce qu'ils ont fait avant que je me défende ». En quelques heures, la vidéo embrasa Marseille. Les images crues de l'attaque, les insultes racistes, la violence de la tondeuse déclenchèrent une vague d'indignation. Les habitants des quartiers nord, les associations anti-racisme, les artistes du panier, tous partageaient, commentaient, exigeaient justice. « Honte au lycée Mistral !» criaient les posts, tandis que des hashtags comme Feu Justice pour Cory envahissaient les plateformes. Les médias locaux, flairant le scandale, reprirent l'histoire, interrogeant la gestion du lycée. Madame Reynolds, submergée, convoqua une réunion d'urgence, mais la pression publique était implacable. Les parents d'élèves, menés par ceux des quartiers nord, organisèrent une manifestation devant le lycée, leurs pancartes clamant « Non au racisme ». Cory, chez elle, regardait les images, son afro abîmé toujours fier. Snoop, à ses côtés, hocha la tête. « T'as allumé la mèche », dit-il, un sourire en coin. « Maintenant, laisse Marseille faire le reste. » La ville, avec son histoire de résistance,
s'éveillait, prête à renverser l'injustice. Sous le ciel flamboyant de Marseille, où les vagues du vieux port semblaient chanter une victoire âprement gagnée, le lycée Mistral, jadis théâtre d'une injustice criante, vibrait d'une énergie nouvelle. Cory Broadus, fille de Snoop Dogg, se tenait au centre de cette métamorphose, son afro, bien que marqué par la tondeuse de Jacques Larousse, scintillant comme une couronne reconquise. L'outrage raciste, les insultes, la tondeuse, les rires cruels de Jacques, Kevin et Étienne avaient ébranlé la ville, mais la vidéo postée par Cory, révélant leur attaque, avait allumé une révolte. Marseille, avec son cœur rebelle et ses calanques fiers, s'était levée, transformant l'humiliation de Cory en un cri de justice. Pourtant, le chemin vers la rédemption était pavé de tensions, et la victoire, bien que proche, restait à arracher. Dans la salle de réunion du lycée, l'atmosphère était étouffante, comme si les murs, témoins des luttes portuaires, jugèrent les coupables. Madame Reynolds, la directrice, avait été destituée, son bureau vidé sous la pression des manifestations. Monsieur Carter, le professeur absent lors de l'attaque, avait soumis sa démission, incapable de supporter le regard accusateur des élèves. Jacques, Kevin et Étienne, convoqués avec leurs parents, faisaient face à un conseil disciplinaire, leur visage blême trahissant une peur nouvelle. Cory, accompagné de Snoop et Chante, se tenait droite, son afro soigneusement retaillé mais laissant visible le patch rasé, un symbole de sa résilience. Chaque regard qu'elle posait sur ses agresseurs était un défi, un rappel qu'elle n'était plus une victime. Le président du conseil, un homme austère nommé Monsieur Dubois, ouvrit la séance, sa voix grave résonnant comme un verdict. « Les preuves sont accablantes », déclara-t-il, projetant la vidéo sur un écran. Les images crues, Jacques riant, la tondeuse vrombissant, les insultes racistes, firent frémir l'assemblée. Les parents de Jacques, un couple guindé, tentèrent de minimiser. Ce n'était qu'une bêtise de gamin. Mais Chante, les yeux flamboyants, riposta. « Une bêtise ? Ils ont attaqué ma fille, violé son identité, craché sur notre histoire. » Sa voix, vibrante de colère maternelle, fit taire les murmures. Snoop, silencieux jusque-là, ajouta, son ton glacial, « Vous parlez de bêtises ? À Marseille, on appelle ça un crime. » Le conseil, sous la pression des manifestations et des médias, rendit son verdict. Expulsion immédiate pour Jacques, Kevin et Étienne. Leurs dossiers, marqués par l'incident, ruinèrent leurs espoirs d'avenir dans les grandes écoles. Jacques, jadis caïd, quitta la salle tête baissée, son arrogance brisée. Kevin murmura une excuse inaudible, tandis qu'Étienne, effondré, pleurait. Son téléphone, jadis arme de moquerie, désormais preuve de sa chute. Mais la justice ne s'arrêta pas là. Une plainte civile, déposée par la famille Broadus, visait le lycée pour négligence, exigeant des réformes systémiques. Les avocats, armés de témoignages d'élèves comme Leila, des quartiers nord, dressaient un tableau accablant de l'inaction administrative. Dehors, la cour du lycée, baignée d'un soleil éclatant, grouillait de vie. Les élèves, inspirés par Cory, brandissaient des pancartes « Non au racisme » et « Justice pour Cory ». Une fresque peinte sur un mur par des artistes du panier représentait une femme noire, afro-fière, poing levé, avec l'inscription « Marseille résiste ». Leila, s'approchant de Cory, lui tendit un bracelet tressé, symbole de solidarité. « Tu nous as montré qu'on peut se battre », murmura-t-elle, les yeux brillants. Cory, ému, serra le bracelet, son cœur battant au rythme de la ville. Les réseaux sociaux, autrefois cruels, devinrent un porte-voix. La vidéo de l'attaque, partagée des milliers de fois, inspira des jeunes filles des quartiers nord à raconter leurs propres histoires de discrimination. Une association locale, Voix des Calanques, lança une campagne anti-racisme, invitant Cory à parler lors d'un rassemblement au Dôme. Elle déclina, préférant laisser sa victoire parler d'elle-même. Mais son impact était indéniable. Le lycée adopta un programme obligatoire de sensibilisation au racisme et des caméras furent installées dans les salles de classe, une réponse directe à l'inaction de Carter. Chez elle, dans la maison surplombant la Joliette, Cory contemplait son reflet. Son afro, retaillé avec soin, portait le patch rasé comme une médaille, un rappel de ce qu'elle avait surmonté. Snoop, posant une main sur son épaule, murmura « T'as pas juste gagné un combat, t'as changé la donne. » Chante, souriant pour la première fois depuis des semaines, ajouta « Marseille ne t'oubliera pas. » Cory, touchant son afro, sentit une force nouvelle. Elle n'était plus seulement la fille de Snoop Dogg, elle était un symbole, une flamme qui avait embrasé une ville. Marseille, avec ses ruelles tortueuses et son esprit indomptable, portait désormais son histoire comme un étendard. Les Calanques,
silencieuse, semblait murmurer son nom, et le vieux port, vibrant, chantait sa victoire. Cory, en marchant dans la cour du lycée, savait que son afro, sa couronne, était plus qu'un style. C'était une promesse, un serment que plus jamais une injustice ne passerait inaperçue sous le soleil de Marseille. L'histoire de Cory Broadus, gravée dans les pavés brûlants de Marseille, transcende les murs du lycée Mistral pour devenir un cri universel contre l'injustice et le racisme. À travers son combat, Cory nous enseigne une leçon intemporelle. La vérité, même piétinée, finit toujours par ressurgir, portée par le courage et la solidarité. Son afro, mutilé mais reconquis, n'est pas seulement un symbole de fierté noire. Il incarne la résilience face à l'oppression, un rappel que l'identité, lorsqu'elle est attaquée, peut devenir une arme plus puissante que n'importe quel point. Dans une Marseille où les calanques murmurent des récits de révolte et où les quartiers nord vibrent d'une énergie indomptable, Cory a montré que le silence n'est pas une fatalité. Elle a brisé les chaînes de l'indifférence, forçant une ville entière à regarder ses blessures et à agir. Cette leçon résonne au-delà des frontières de la Méditerranée. Elle nous interpelle tous. Face à l'injustice, osons-nous parler? Osons-nous nous lever comme Leila, comme les habitants des quartiers nord, pour défendre ce qui est juste? Cory, avec son afro comme une couronne et sa voix comme un flambeau, nous rappelle que chaque acte de résistance, aussi petit soit-il, peut changer le cours d'une histoire. Marseille, avec son passé de lutte et son avenir métissé, porte désormais son nom comme un étendard, un symbole que le racisme, lorsqu'il est défié, s'effondre sous le poids de la vérité. Et vous, serez-vous de ceux qui portent ce flambeau? Si l'histoire de Cory vous a touché, si son courage vous inspire, suivez-nous pour découvrir d'autres récits de lutte et de triomphe. Laissez un « on » en commentaire pour honorer sa victoire et partager ce récit pour que Marseille continue de vibrer. Abonnez-vous dès maintenant. Chaque nouvelle histoire est un pas vers un monde plus juste. Ne manquez pas la prochaine étincelle qui embrasera nos cœurs, ici sous le soleil de la Méditerranée.